les clés de succès, c'est d'arriver à la fois à surprendre tes clients, leur faire découvrir et à avoir un effet « Ah waouh, génial, mais Smallable, ils ont découvert encore un truc chouette ». C'est ce qu'attendent nos clients, vraiment. C'est arriver à avoir un assortiment de beaux produits qui vont se vendre. Et puis ce mix entre des produits quand même haut de gamme, mais aussi un peu d'entrée de gamme. C'est avant tout, c'est pas que le prix, c'est l'intérêt du produit. Si on le trouve bien confectionné, joli, bien fait, beaux matériaux. Enfin voilà, c'est cet équilibre-là. C'est un savant équilibre en fait. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Cécile Roederer qui est avec Pierre Rochant, la cofondatrice de Smallable. Salut Cécile. Salut Laurent, ravi d'être avec toi. Eh ben moi aussi, incroyablement ravi de te recevoir. Smallable, c'est une magnifique boutique, un family concept store qui vend des produits de mode et de décoration pour la famille, que tu as fondé en 2008. Tout à fait. Qui a beaucoup grandi, puisque vous avez clôturé récemment à plus de 70 millions d'euros de CA sur une croissance de 40%, et qui n'est pas seulement due au Covid, parce que les croissances que vous avez fait les années précédentes étaient dans les mêmes ordres de grandeur. C'est assez incroyable. Oui, on fête nos 13 ans en plus ce mois-ci. 13 ans, lancé en 2008. On va parcourir pas mal de sujets. J'avais en tête que vous étiez une place de marché, mais c'est pas du tout le cas. Vous êtes un vrai retailer. Donc vous avez un département achat, vous choisissez vos collections, vous gérez du stock, de la logistique. Et surtout, ce qui va nous intéresser, ce que tu me disais quand on préparait cet entretien, c'est que la question s'est posée d'être un spécialiste ou non, ou d'être un généraliste, ou de s'adresser à une cible et de lui offrir un maximum de produits, éventuellement d'informations, on en parlera tout à l'heure, qui correspondent à son style de vie, ses usages. Ses goûts, C'est ça. Et c'est une question qui s'est posée pour vous, puisque au début, vous étiez spécialisé enfant, mais aujourd'hui, vous allez beaucoup plus loin que ça. En fait, ça s'est pas posé pour nous cette question, c'est plutôt quand on a présenté le projet de ce Kids Concept Store que tout le monde a dit mais vous êtes fous en fait, pourquoi vous concentrez-vous et spécialisez-vous sur un univers, soyez le spécialiste du mobilier, de la chaussure, du jouet ou du vêtement pour enfants, mais ne faites pas un one-stop shop avec plein de typologies de produits différents. Et nous, en fait, on était convaincus parce qu'on avait identifié vraiment le besoin des jeunes parents de pas faire 6 ou 7 boutiques différentes pour choisir les vêtements, les chaussures, la déco, le mobilier pour la chambre d'enfant, les jouets. Puis on sait que c'est quand même un peu avec des jeunes enfants, faire du shopping avec eux, c'est quand même pas toujours une partie de plaisir pour nous. Donc on avait vraiment cette idée de faire un one-stop shop, c'est-à-dire où on rassemblait, alors pas forcément pour tous les besoins des parents, mais en fait une vraie sélection autour d'un univers de l'enfant. On a commencé 0-6 ans, mais on avait dès le départ de la mode, de la déco, du mobilier, des jouets, des soins pour les bébés. Donc c'était un vrai parti pris, mais on s'est heurté effectivement à pas mal de... Alors c'est plutôt... Ça nous a conforté, c'est-à-dire que le ping-pong est intéressant quand on te dit... Es-tu bien sûr, c'est plus risqué, c'est plus compliqué. Et en fait, nous, on a tenu bon et je pense qu'on a créé un peu notre business à l'époque. C'était quelque chose, un Kids Concept Store. Il y en avait pas forcément d'autres, ça n'existait pas. On était vraiment sur, en plus, un positionnement d'aller dénicher les plus belles marques, les plus beaux créateurs un peu partout dans le monde et d'apporter un vrai truc, en fait, dans l'univers de l'enfant qui n'existait pas avec des marques que tu ne trouvais pas et qui avaient aussi... qui portait un regard assez nouveau à l'époque, il y a 13 ans, sur ce secteur de l'enfant, qui révolutionnait même une façon d'habiller les enfants, de décorer la chambre des enfants. C'était assez nouveau et nous, on voulait, un peu pas s'engouffrer là-dedans, mais on s'est dit qu'il y a une belle offre, autant la mettre à disposition de tous les parents. La question s'est posée aussi de se dire, est-ce qu'on fait un concept store physique, un one-stop shop physique à Paris? On habitait Paris à l'époque. Et en fait, on s'est dit, non, pas Paris, parce qu'on ne veut pas
que les Parisiens, cibler que les clients parisiens. Mais surtout, en fait, on voulait faciliter en fait la vie des parents. Je me souviens, notre credo à l'époque, c'était émerveiller les enfants et faciliter la vie des parents. Et on voulait faciliter la vie des parents en étant justement digital, pratique pour eux. Parce que voilà, le soir, quand les enfants sont couchés, on peut tranquillement commander, se faire livrer chez soi ou au bureau. Et on voulait pas cibler que les Parisiens, mais aussi les Français. Puis on avait déjà des volontés, de cibler aussi les Européens, pourquoi pas les Américains. Alors, d'où le nom. On prend pas trop d'avance, mais d'où le nom, Smallable. Aujourd'hui, 120 employés, 90% du CA qui est fait en ligne. Vous avez ouvert même plus maintenant. Même plus, parce que comme on grossit, que le web a une croissance bien plus forte que la ça. boutique, puis la boutique, on a été impacté quand même depuis 18 mois quand même par le Covid et les différentes fermetures. Donc là, on est quasiment à 97% sur le web. Dont 2/3 à l'international et un quart en grand export, donc oui. sur... Tout ce qui est États-Unis, zone Asie-Pacifique et Middle East, dans le grand export pour nous. Mais Rome ne s'est pas faite en un jour. non, c'est bien parce que c'est donc, 13 ans quand même. Petit retour en arrière. Est-ce que tu peux me raconter, puis ensuite on fera en avance rapide les grandes étapes de votre développement, éventuellement les apprentissages et les pieds dans le tapis que vous avez peut-être pu vous prendre. Mais tu peux me raconter la V0 2008, c'est quoi Smallable? Alors déjà, l'idée, c'est parti, c'est février 2017, puisque je me souviens très bien, février, j'hésitais soit à changer de boîte et continuer un peu sur mon parcours, et puis en fait là, j'ai vraiment eu ce déclic et cette idée, je cherchais une idée depuis longtemps d'entreprise à créer, et j'ai eu cette idée-là, donc déjà février 2007, cette idée de concept store pour enfants. Et j'ai mis quand même quasiment 18 mois avant de vraiment lancer le site en 2008. Et on a Concept Store, dans ton idée, c'était déjà digital? Oui, c'était déjà digital. Okay. Au début, on s'est posé les questions, on a fait vraiment notre analyse des besoins des clients, notre étude de marché. Et donc là, on s'est dit, non, on va pas le faire physique, on va le faire digital parce que justement, on a un vrai besoin de praticité. Et puis, on veut pas cibler juste des clients d'un arrondissement limite de Paris. Donc dès le début. Puis après, c'est vrai qu'on connaissait pas grand-chose au web, au e-commerce. Donc business plan, assortiment. Je reviens pas sur ton parcours, mais tu as fait un super épisode avec Mathieu, mon associé dans Génération Do It Yourself, il y a presque 2 ans, où tu racontes ce parcours entrepreneurial et tout ce que tu as fait avant et puis depuis d'ailleurs. Mais plutôt sur un côté parcours d'entrepreneur que je vous invite, chers auditeurs, à écouter. Mais c'était une première véritable expérience entrepreneuriale. Tout à fait. Et digitale. Entrepreneurial et digital, puisque moi j'avais bossé essentiellement pour des marques et qui faisaient du retail physique principalement. Donc en fait, oui, vraiment première expérience entrepreneuriale et digitale. Donc voilà, t'apprends from scratch, t'apprends tout, mais c'est passionnant. Et donc on a démarré en tant que Kids Concept Store, c'est-à-dire qu'on ciblait les enfants de 0 à 6 ans. On a démarré plutôt sur les bébés et petits enfants, avec cette idée de one-stop shop. Et en fait, petit à petit, on a grandi avec en fait les enfants de nos clients. C'est-à-dire que nos clients, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir quand même les gens ont adhéré. Alors évidemment, notre premier exercice 2008-2009, on devait faire 400 000 euros. C'est déjà bien. C'était déjà pas mal, mais c'était petit. Mais on a grandi petit à petit avec les enfants de nos clients, dans le sens on s'est adressé après 8 ans, 10 ans, 12 ans. Vous vous êtes autofinancé jusqu'au premier million d'euros de CA, c'est ce on que tu... s'est autofinancé on a eu un prêt bancaire à la création d'entreprise. Ça, c'était important parce que c'était quand même de l'ordre de 80 000 euros. Donc ça te met vraiment le pied à l'étrier. Et puis après, on a fait un petit tour. On a mis une partie de nos finances, perso, notre épargne en fait, avec Pierre et moi. Donc on a mis, allez, hop, nos épargnes. Et on a fait un petit tour de Friends and Family. Donc avec 2 de mes sœurs, 3 de mes amis on a démarré je crois avec à peu près 200 000 euros, qui nous a permis de tenir jusqu'en 2010, où là on réalisait à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires en année glissante, 12 mois glissants. Et là on a levé des fonds avec Alven Capital. En fait, l'objectif, quand j'avais fait le BP à 5 ans, je me suis dit on essaie de tenir 1 an, de vraiment faire le proof of concept, de voir, ça prend, on a des clients, c'est quoi les KPIs intéressants à vendre. Et je savais pertinemment, pour avoir échangé avec plein d'entrepreneurs dans l'e-commerce, qu'il fallait lever des fonds parce que en fait, le seuil de rentabilité est tellement tardif que tu as besoin de financer sur du retail en ligne, évidemment. Sur du retail en ligne. On n'est pas sur de la pure tech ou du digital ou même la marketplace. Je pense que tu as besoin de lever des fonds, c'est évident. Mais donc je savais qu'il fallait lever des fonds. On a réussi à tenir quasiment 18 mois en fait, un peu plus longtemps. Donc du coup on avait un peu plus de chiffre d'affaires et on s'est fait accompagner donc par Alven Capital pendant quasiment 10 ans
Ils ont cédé leur part il y a quelques temps à un autre fonds. Et moi, je voulais vraiment qu'on soit accompagné par des gens qui connaissaient super bien le digital et le e-commerce et qui accompagnaient des boîtes qui avaient vraiment des stades de maturité plus avancés que le nôtre pour apprendre, pour pas que ce soit juste un pur financier, mais vraiment apprendre. Et ça a été hyper enrichissant parce que justement, à l'époque, ils étaient très forts dans l'e-commerce. Après, il y a eu un petit peu les fonds se sont désintéressés du e-commerce, un peu plus. Ça revient. Mais ils étaient très forts. Ils nous ont pas mal apporté en termes de compréhension du business, réussir les paliers de croissance, les virages. Parce que oui, en tant que retailer, comme on ne connaissait pas grand-chose, même si j'avais quand même une bonne connaissance des entreprises, comment ça fonctionnait, des écosystèmes, d'un retailer classique, c'était quand même, c'est quand même différent. Donc avant cet accompagnement par Alven, vous faites un petit tour de table, un petit prêt bancaire, ouais. À peu près 200 000 €, c'est ce que tu m'as dit. En fait, 80 000 de prêts, plus après 120 000 de finances personnelles et friends and family. Ouais. Et ce qui te permet quand même de tenir jusqu'à ta levée de fonds. Exactement. Ok. Ouais. Et la levée de fonds déclenche permet d'embaucher, de commencer à embaucher les premières personnes, parce qu'au début, c'était vraiment un peu low cost, on faisait tout. Mais alors, en 2008, il n'y a pas encore toutes ces solutions qui sont sur étagère. Tech, on n'est pas... Ah bah non, il n'y a pas... Non, mais c'est fou. C'est-à-dire que depuis, tu as tellement de solutions et d'outils qui existent pour faciliter ton quotidien quand tu lances un site e-commerce. C'est sûr que là, tu as beaucoup de choses à faire en interne, toi-même. Alors, on est quand même, dès le départ, la tech, on a pris une solution existante sur le marché. On avait hésité entre PrestaShop et Magento. On s'est dit, on prend PrestaShop, un peu plus flexible, plus adapté aux startups, tu vois, petite boîte. Mais ça nous a permis quand même ça nous a accompagnés super longtemps, figure-toi, parce que quasiment jusqu'à plus de 12 millions. Mais c'est une super solution et qui peut aller beaucoup plus loin ensuite. Voilà. Mais à l'époque, plein de gens nous disaient jusqu'à 5-6 millions, tu verras après, faut passer à autre chose. Après, ils ont beaucoup structuré. Voilà. Et puis après, disons que nous, on l'a tordu dans tous les sens, tu vois, pour l'adapter à nos besoins. Donc, tu pars d'une solution qui existe, mais après, tu t'en fais une solution un peu custom avec les problématiques que ça, parce que bon, tu peux pas tout faire, donc tu as blocage. À la fin, on s'est dit, au bout de 7 ans, je crois, on s'est dit, 7 ans à peu près, on s'est dit, il faut vraiment changer de tech. Et là, on est parti plutôt pour une solution custom in-house qu'on a créée from scratch. Quoi. Alors, je prends un peu d'avance parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais vous êtes sur Silius, je crois. Ah non, pas du tout. Non, on est sur un framework Symfony, PHP, assez classique pour du e-commerce, qu'on a fait nous-mêmes, non, pas de problème. Et là, on est en grande transfo et on recrée la nouvelle plateforme et l'écosystème qui veut nous accompagner pour les 5-7 prochaines années. Donc voilà, à peu près tous les 7 ans, tu vois, grand chamboulement tech. Non, mais c'est hyper intéressant. Ce qui se passe en plus, chers auditeurs, c'est que très souvent, on accumule une certaine dette technique parce qu'on prend une solution sur étagère, ou pas d'ailleurs, mais sur mesure, mais qu'on va tordre, rajouter, patcher quand il faut. Ouais. Au bout d'un moment, ça devient parfois... c'est pas que c'est instable, mais disons compliqué à faire évoluer. Tu as des problèmes de stabilité, tu peux avoir des problèmes de performance avec ta croissance, et puis c'est pas évolutif. En fait, nous, on manquait cruellement d'agilité. Donc se remettre à plat de temps en temps, et pour vous, c'est les 7 ans. Et ouais, c'était ça. Et c'était indispensable. En fait, c'est indispensable pour accompagner. À chaque fois, tu as besoin en fait, du bon outil, comme parfois aussi, tu as besoin de la bonne équipe pour accompagner ta croissance. Au bon moment, pour anticiper la future croissance. Sachant que là, vous avez clôturé à 70 millions. Les 100 millions sur le rythme de croissance sont pas loin dans les 12 ou 18 prochains mois. On verra si on franchit la barre des 100. Mais c'est intéressant. Donc 2 technos au final pour cette croissance de 0 à 100. Ouais, exactement. 0 à 100. Ouais, c'est ça. Ouais, de 0 à 100. Ok. Puisque le temps que cette nouvelle... Oui, là, on est en train. Alors, on a toute la nouvelle archi est en cours. Mais c'est vrai que c'est encore un projet. C'est un projet sur lequel on réfléchit depuis quasiment 18 mois, qu'on a initié... C'est lourd, c'est énorme, qu'on a initié il y a presque 12 mois et on en a encore pour 12-18 mois. Après, ça va être évolutif, itératif, mais quand même... Vous avez déjà choisi la techno ? En fait, c'est qu'on passe surtout, le principe, c'est qu'on passe d'un bloc monolithe, où là, à la base, on était vraiment sur un bloc monolithe, hyper dépendant, tout était dans un bloc. Donc, dès que tu voulais bouger un truc, la difficulté, c'est que, voilà, à force de tordre dans tous les sens, si tu bouges un truc, tu as plein d'effets de bord. Donc, du coup, tu te dis, oh là là, les mises en prod, c'est hyper risqué. Ça devient une entrave à ton évolution et à ta croissance de nouvelles fonctionnalités. Tu es plus à travailler sur ta dette. Donc, t'es un peu un colosse, quoi, au bout d'un moment. Donc là, en fait, on passe d'un bloc vraiment monolithe à plutôt une architecture, une plateforme microservice qui, apaisée. Et donc, en fait, on construit des blocs qui vont être vraiment...
indépendant. Et donc après, à chaque fois, une organisation feature team qui va s'occuper de ce bloc et qui va te permettre d'avoir plus d'autonomie pour déployer et faire ses sprints un peu de façon autonome. Et du coup, on gagne en agilité. Donc on est en plein là-dedans. Donc on a mis l'organisation en méthode agile et feature team depuis début janvier. Feature team. Pardon, ouais. Équipe fonctionnalité. Mon accent. Non, il est parfait. Je me permets. C'est ça, oui, exactement. Donc on travaille et donc après, à chaque fois, pour chaque bloc, tu te poses la question de cette logique make or buy. Soit on fait nous-mêmes, voilà, et on développe, soit on achète parce que parfois on va pas révolutionner. Un truc qui existe sur étagère. Voilà, typiquement notre PIM. Voilà, tout ce qui pour ceux qui connaissent pas, tout ce qui permet de faire la description, traduction des produits qu'on va mettre en ligne, le Product Information Management. Là, on a pris une solution qui existe. On va pas refaire un PIM. Alors qu'on avait fait un PIM in-house à l'époque. Vous avez pris qui ? Akeneo. Que j'invite avec grand plaisir sur le panier. Ah oui. Je crois que on s'est déjà contacté plusieurs fois, on n'a pas réussi à le faire encore. Je reviens un instant en arrière, c'est très certainement évident pour beaucoup d'entre vous, mais peut-être moins pour certains. Le principe d'un bloc monolithique versus des microservices ou du headless. Imaginez un tableau. Littéralement un tableau et le puzzle du tableau. Le tableau, c'est le bloc monolithe. On ne peut pas changer quelque chose sans impacter le reste. Alors que le puzzle de ce même tableau, on peut changer une pièce par une autre qui colle évidemment. Et le principe, c'est de faire communiquer toutes ces différentes fonctionnalités. Donc, il va y avoir une application indépendante, je sais pas, pour la gestion du stock, des prix, j'en sais rien, de certaines fonctionnalités marketing, du merchandising, qui vont communiquer entre elles par API. Et on peut, du coup, simplement la débrancher et en mettre une autre à la place, simplement en rebranchant les bons connecteurs. Voilà, et sans tout changer. Donc, exactement, et ça te permet vraiment d'évoluer. C'est-à-dire, parfois, un bloc, tu as besoin d'évoluer, de changer. Il y a une nouvelle solution sur le marché qui est super, tu la plugs, avec l'API, tu la plugs facilement dans ton système. Si c'est... j'espère avoir été, qu'on a été avec Cécile pédagogue, mais n'hésitez pas à me le dire sur LinkedIn, on pourrait faire un épisode spécifique sur le sujet. Alors, bam, je reviens en arrière. Donc, Smallable, lancement, première levée de fonds. Vous êtes au début principalement sur l'univers de l'enfance 06 et vous accompagnez, comme tu l'as dit. Tout à fait, jusqu'aux ados. En fait, jusqu'aux ados, ça a été une des premières étapes, les ados. Je reviens sur ce développement et puis vous commencez à élargir. Ouais, tout à fait. Parce que dès le départ, en fait, on s'est dit justement, on n'est pas spécialiste d'une catégorie de produits, mais en fait, on est spécialiste d'une cible. Et nous, avant tout, c'est cette clientèle qui justement cherche des beaux produits créatifs et beaux et en même temps fonctionnels, vraiment le propre du design. Elle a cette soif, de découvrir aussi des nouveaux produits qu'elle connaît pas, cette soif de différenciation, je dirais. Donc on propose cette offre différenciante, mais on s'adresse à cette cible, à ces goûts-là. Donc en fait, on s'est dit, cette cible, je vais petit à petit répondre de plus en plus à ses besoins. Donc on s'est calé au départ sur les enfants de nos clients, donc jusqu'aux ados. Ça a été un vrai travail même qu'on a fait pas avec nos clients, mais c'était un vrai problème qu'on identifiait chez nos clients, dans le sens, mais nos enfants, à partir de 12-13 ans, en fait, il n'y a rien. Soit c'est l'homme et la femme, soit c'est l'enfant. Bon point, au bout d'un moment, à 12 ans, tu n'as plus envie de t'habiller en bon point chez les petites filles, chez les jeunes filles plutôt. Donc en fait, on a fait ce travail et on a apporté du coup une offre un peu adulte, chippée de l'adulte, prix de l'adulte, que ce soit en déco, mobilier pour la chambre d'ado, ou même en mode. Donc en fait, on a commencé par la mode femme, pour l'ado à la base. Et puis en fait, on s'est rendu compte que les femmes achetaient aussi cette mode femme qu'on mettait dans l'univers ado, dans le segment ado. Ok. Donc on s'est dit, en fait, elles aiment bien. Et puis il y avait nos clients qui disaient, mais c'est super, là, dans cette marque-là, là, vous faites le déco mobilier. Pourquoi vous ne faites pas le fauteuil ? Pourquoi vous ne faites pas de canapé ? Ah oui, mais en fait, on se restreint parce qu'on se dit qu'il faut qu'on soit que dans l'univers de l'enfant. Donc tu ne vas pas mettre forcément un fauteuil, une table basse, la vaisselle pour la table, si ce n'est pas dans l'univers de l'enfant. Et là, on s'est débridé un peu en quelque sorte. Et en fait, on s'est dit, oui, on va tester. On va tester et on a commencé à développer, donc ça fait quand même maintenant plus de 5 ans, développer vraiment toute une offre pour la maison qui grandit chaque jour, donc avec du linge, de la vaisselle, des bougies, des fauteuils, des canapés, pour le salon, pour le bureau, pour la chambre des parents aussi, du linge, enfin voilà, plein de choses. Et pareil en mode femme, où là, la mode femme, maintenant, ça représente, cet univers adulte représente quand même plus d'un tiers, quasiment 35%.
Alors, on reste très fort dans l'enfant. Ouais, ok. On reste très fort dans l'enfant parce que c'est nos racines, c'est notre historique et qu'on a encore beaucoup de croissance sur l'enfant. On est loin d'avoir atteint la maturité et on a encore plein de choses à apporter. Mais on développe cet univers adulte. Est-ce que tu as un... Alors, ça revient un peu à ce que je disais, c'est le sujet que j'abordais en tout cas en intro, c'est être spécialiste ou s'adresser à sa cible. Ta cible, comment tu l'as définie ? C'est qui ton persona en quelques mots ? Je pense que notre cible, alors en termes d'âge, elle est plutôt à 35-45 à peu près. En termes d'âge, on recrute pas mal de jeunes parents alors maintenant pas que des parents, hein, vraiment aussi des gens qui ont une trentaine d'années, pas forcément avec des enfants. Mais c'est vrai qu'on reste encore à recruter nos clients. Il y a une bonne partie de nos clients qu'on recrute par l'enfant, par justement le premier enfant, par le bébé, parce qu'on est vraiment, je pense, devenu sur ce segment un peu designer, mode, lifestyle, un peu la référence dès que tu as ton premier bébé, voilà, dès que tu as ton premier enfant et on accompagne la vie de famille. Donc voilà. Et après, on a notre cible avec déjà un peu plus mature, voilà, plutôt entre 40 et 50 ans, qui là ont des enfants plutôt ados justement, ou pas d'enfants, et qui nous connaissent et qui rentrent par de la mode femme. Parce qu'en fait, dans la mode femme, au départ, on a commencé par de la mode femme très accessible, plutôt ado, pour les ados aussi, pour les femmes et les ados. Et puis là, on a travaillé toute une mode quand même beaucoup plus premium, haut de gamme, qui pour le coup, ça ne s'adresse pas forcément à des 25-30 ans, quoi, plutôt à des femmes qui ont un pouvoir d'achat un peu plus installé, des modes, des marques vraiment assez premium. Ok. Dans ce développement et cet élargissement de l'offre, est-ce que, ou approfondissement, enfin, au choix, ou les deux. C'est les deux, c'est élargeur et profondeur. La question du nom ou du changement de nom s'est-elle posée ? Eh ben, on s'est posé, oui, ça nous a quand même effleuré, on y a réfléchi, mais on ne s'est pas attardé très longtemps. C'est même nos investisseurs à un moment donné qui nous disent mais Small Label, si vous faites de la mode femme, parce qu'au début ils ne croyaient pas forcément à la mode adulte, donc on s'est un peu battu, mais quand on est convaincu, on lâche pas généralement, on est bien déterminé, on y va, et c'est un succès, donc ça se passe bien. Mais c'est quand on a justement élargi à la famille, à cet univers un peu plus adulte, ça s'est posé, et on s'est dit non, parce qu'en fait Small Label, nous, on travaille beaucoup avec des marques qui sont plutôt, on va dire, c'est pas des marques mainstream, c'est des marques plutôt de niche, un peu plus pointues. Il y a des marques connues, évidemment, hein, sur notre site, mais quand même, à la base, notre positionnement, il est quand même sur des marques qui sont plutôt plus confidentielles, qui sont plutôt du niche créateur, voilà, qu'elles soient françaises ou internationales. Et donc, nous, on s'est dit, non, en fait, dès le départ, Small Label, c'était, on veut démocratiser un peu les belles choses pour les petits. Et là, on s'est dit, non, en fait, on veut mettre en avant ces marques qui sont parfois plus petites, qui sont pas les très gros poids lourds du marché en mode ou en design, qui sont des marques un peu plus confidentielles, plus créateurs et ça nous va bien. Donc, on réécrit un peu l'histoire derrière le nom, mais je pense qu'après, en plus, il y a un attachement. Je dirais que les gens, comme on est resté sur la même cible et que la cible a fait évoluer, elle achetait de l'enfant, maintenant elle achète et de l'enfant ou plus, et de l'adulte, il y a un attachement, notre clientèle, le nom s'efface un peu derrière l'univers et l'image et l'identité. Donc, dès le départ, on avait quand même pris un nom anglo-saxon pour pas avoir de problème à l'international. Parce que c'est vrai que mes amis, par exemple, de Vestiaire de Copines, et Vestiaire Collective, avant, ils s'appelaient Vestiaire de Copines, ils se sont dit, ça peut être compliqué quand tu as un mot très français, ça peut être un atout ou un inconvénient à un moment donné avec ton déploiement international. Mais là, ça nous posait pas de problème, c'était un nom court, la consonance est bonne. Il est hyper sympa en plus, smalllabel.com, voilà. Ça passe très bien. Voilà. Les étrangers aiment bien le jeu de mots qu'il y a autour, et on tourne autour de Able tout le temps, voilà, c'est marrant. Tu as construit ta marque, tu as construit de la notoriété aussi. C'est un coût en plus de changer de nom. Voilà. La question me passe par la tête, mais je comprends évidemment ta réponse. Dans ce... Alors, je vais aller sur justement la sélection des produits et les producteurs avec lesquels vous travaillez, mais dans ce développement et cet élargissement et approfondissement de la gamme, est-ce qu'il y a des erreurs que tu as faites sur lesquelles tu peux tirer des enseignements et que tu essaieras de plus refaire et que tu peux nous partager ? L'élargissement de la gamme, je dirais que c'est pas là les moments plus difficiles. Après, évidemment, on rentre parfois des marques, on prend des paris de façon raisonnable, hein, surtout quand c'est une nouvelle marque que tu introduis, une nouvelle gamme de produits. On y va quand même toujours. Hein, la politique de la maison, c'est quand même progressif. On y va step by step. Hein, on met pas tout, on fait pas des virages à 360 ou quoi que ce soit. Mais donc, pas trop de gros plantages, même si ça arrive, on croit à une marque, à ses produits, et ça a moins de bonnes performances, c'est un moins bon écoulement
que ce qu'on avait imaginé. Et inversement, parfois on introduit des produits ou des marques et on se dit, bon, ouais, on verra, on va tester un peu le marché, on va voir comment ça prend. Et en fait, on est rupté au bout d'une semaine, on n'a déjà plus rien. Voilà. Donc, c'est jamais une science exacte. On fait quand même confiance, évidemment, on a de la data, mais à notre intuition et à notre bonne connaissance du marché et de ce qui se fait, des tendances. Voilà, et à la connaissance qu'on a de nos clients. Donc, on peut arriver à se planter, mais pas planter de façon majeure. Je dirais qu'à un moment donné, on a eu une réflexion, notamment avec nos fonds d'investissement, d'aller soit quand certains étaient assez frileux sur le côté mode adulte. Il y a du monde. Il y a du monde. C'est vrai qu'il y a du monde. C'est un marché beaucoup plus disputé que l'univers de l'enfant tel qu'on l'avait. Après, on dit, bah oui, mais il y a du monde. Mais il y a beaucoup de monde en luxe et il y a beaucoup de monde en mainstream, un peu plus entrée de gamme, fast fashion et tout ça. Mais sur cette frange-là, toujours, de produits assez différenciants, haut de gamme, mais pas luxe, il n'y avait pas grand monde non plus. Et c'est vrai, quand tu regardes un multimarque de créateurs en mode, en déco, sur notre positionnement de marque et de produits, notre territoire produit, il n'y a pas grand monde non plus. Et même parfois aux États-Unis, tu vois. Donc, c'est posé à un moment donné cette question. Eux, ils étaient plus à nous dire, parfois à nous pousser, mais élargissez dans l'univers de l'enfant. Faites d'autres marques, pas que des marques de créateurs, ces marques-là, mais faites des marques peut-être un peu plus mass market, un peu plus entrée gamme, ou des marques très luxe. Je t'avoue qu'on a testé. On a testé effectivement des marques très luxe, un peu plus bling bling, voilà, des Fendi pour enfants. Non mais je suis très transparente. Hein. On a testé et on a Burberry. Voilà, on a testé des marques, mais qui s'adressent à une clientèle qui est une autre clientèle, qui n'est pas notre clientèle. Qui est complètement différente, tu allais dire. Oui, pardon, tu t'es arrêté au milieu. Ah, pardon. Non, qui n'est pas notre clientèle, qui est complètement différente de notre clientèle core, enfin, de notre clientèle de base, qu'on connaît bien, qui, même si elle est très éparpillée géographiquement, en fait, il y a des vraies similitudes de goût, d'affinité. Exactement. Ça, c'est clé, hein, d'un Coréen, Australien, Américain, Suédois, c'est ça. Il y a vraiment un socle très commun. Et là, en fait, pour le coup, on switchait complètement sur autre chose. C'était une clientèle qui a plutôt besoin de côté plus bling-bling, plus show-off. Et du coup, c'est des dépenses marketing. Il faut aller chercher une nouvelle clientèle. Plutôt que de capitaliser sur ta clientèle, où du coup, une fois que tu l'as, tu la fidélises. Donc, tu as des coûts d'acquisition client une fois. Et petit à petit, tu lui vends d'autres choses. Et si tu arrives à bien la satisfaire, tu la fidélises dans le temps. Là, il fallait additionner une nouvelle clientèle avec le risque de perdre ta clientèle historique, qui était ton cœur, parce que tu disperses, tu t'éparpilles. Et effectivement, nous, on a eu parfois des retours de marques ou de clients qui disent qu'est-ce que vous faites? Alors, heureusement, c'était minime. Mais mine de rien, parfois, ça envoie des signaux qui peuvent être perturbants pour tes visiteurs, ta clientèle et aussi tes marques. Tu te dis, mais voilà, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et en plus, ça n'a pas marché. Enfin, franchement, ça n'a pas marché. Et nous, on n'avait pas envie d'aller à fond et de se dire, allez, j'investis en marketing à fond pour recruter cette nouvelle clientèle sur des marques qui sont assez disputées et sur des marques auxquelles, je ne crois pas fondamentalement. Donc, on a fait ce test, on a appris, on est revenu, on a resserré et on est allé vraiment dans l'adulte. Et ça a été, vraiment concluant et c'est de plus en plus concluant parce que on a réussi, je pense, aujourd'hui à construire un assortiment de mode femme qui plaît à nos clients. Donc, on connaît bien leur goût, vraiment. Je comprends. Donc, c'est 3 sujets intéressants. Est-ce qu'on se concentre sur l'enfant? Est-ce qu'on se concentre sur cet adulte en élargissant la gamme, en touchant d'autres personas d'adultes? Ou on se concentre sur ce persona tout au long de sa vie et de son lifestyle? Exactement. Et c'est le choix que vous avez fait? Et c'est le choix qu'on a fait. Et en fait, qui nous donne un potentiel assez limité en termes justement d'élargissement produit, tu vois. T'as l'air dubitatif. Non, je suis pas dubitatif. Je suis en train de me dire, on peut tout lui offrir. Je pense être à peu près ou en tout cas ma compagne et moi. Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu connais très bien. Après, tu peux identifier plein de besoins dans sa vie quotidienne, dans son lifestyle au quotidien. Au-delà du produit, même dans le service ou dans le leisure. Et dans le... Oui, même, tu vois, typiquement sur notre Instagram, on est ou même dans nos magazines, allez hop, un petit focus. On accompagne le lifestyle de nos clients. Donc, c'est-à-dire que tiens, les bons restos à faire dans telle ville. Souvent, on fait appel à nos influenceurs ou des créateurs avec lesquels on travaille. Dire, tiens, Amsterdam, donne-moi les bonnes adresses. Ça plaît. Ils adorent. Nos clients adorent parce que c'est aussi le style de vie. Qu'est-ce que je fais culturellement? Où je sors au resto? Quel hôtel un peu sympa? Dès qu'on poste des photos un peu d'hôtels, de beaux voyages, de beaux lieux inspirants. En fait, ils aiment l'inspiration, ils veulent être inspirés. Qui sont cohérents quand même avec l'inspiration qu'on fournit avec nos produits à travers Small & Bal. Tu vois, ça marche. Donc, on est vraiment sur le style de vie de ces familles-là.
Comment est-ce que vous avez... tu te lances 2008, 12 ans plus tard, 13 ans plus tard. Tu avais des enfants, pardon Alors non, je n'avais pas d'enfants. On a eu notre premier enfant avec Pierre, parce que on est mariés et associés, en 2009. Donc Charles, notre fils, est arrivé en 2009. J'avais pas d'enfant, donc plein de gens me disaient mais t'as pas d'enfant, tu te mets dans un business de l'enfant. Oui, c'est pas grave. J'interroge les clients et puis voilà, j'ai un œil peut-être objectif, un peu différent, mais je vais y arriver. Intéressant. Aujourd'hui, plus de 750 producteurs, marques. Oui, marque et créateur. Ouais. Marque et designer, ouais. Comment se fait le choix, la sélection, les tests éventuellement Parle-moi un peu de la pro et des achats. Et puis surtout, pardon, je fais une question à rallonge, mais et de ta visualisation, prévision sur les saisons à venir, parce que tu achètes 6 mois à l'avance. On achète à l'avance. Là, on est en train de clôturer, par exemple, la saison mode printemps-été 2022, donc celle qui va être vendue entre février et juillet de l'année prochaine, en termes de mode. On commence un petit peu sur la partie déco-mobilier aussi à acheter de l'été prochain, mais on est en train de finaliser vraiment aussi les achats de Noël, là, par exemple, sur la partie jouets, déco, cadeaux. Donc, on achète pas mal à l'avance. Et puis on se projette, c'est vrai qu'on se fait de toute façon, on se projette sur plusieurs années de se dire tiens, quelle est la catégorie de produits qu'on souhaite vraiment développer. On regarde aussi un peu les datas. Vraiment aussi, l'enjeu c'est d'analyser la désirabilité, c'est-à-dire que pas juste la performance, c'est-à-dire l'analyse des ventes, mais aussi la désirabilité. Donc tous les signaux qui peuvent nous dire tiens, ça c'est pas mal vu. C'est intéressant, c'est vu plusieurs fois, mais c'est pas transformé parce qu'on n'a pas de stock. Voilà. Donc, c'est aussi bien analyser ça. Après, je dirais que l'assortiment, donc il y a la partie rationnelle qui, évidemment, avec les performances de vente, vélocité, tout ça, qui nous permet de construire l'assortiment. Mais après, c'est aussi vraiment notre goût. C'est difficile à dire, mais je pense qu'on a une intuition stylistique, tendance et goût. Et quand on fait les salons, c'est drôle parce qu'on s'éparpille avec les acheteuses. Donc moi, j'aime bien faire mes salons un peu toute seule, parce que je vais à un autre rythme et puis ils prennent un peu plus le temps. Ils se répartissent aussi mais souvent, parfois, après, on échange dans nos réunions de débriefing et on se rend compte qu'on a flashé sur parfois les mêmes créateurs, les mêmes marques. Parce qu'on a vu, ça c'est super, parfait, c'est parfait pour Smallable, ça c'est notre clientèle, ça va répondre à un need gap, c'est créatif, c'est le bon prix, c'est la qualité est bien, c'est greenable en même temps, donc c'est éco-responsable, voilà. Et souvent on a et puis les créateurs ils sont sympas, on aime bien l'histoire, on a envie de véhiculer l'histoire aussi derrière la marque, donc c'est difficile à expliquer, mais je pense que c'est notre force d'arriver à dénicher ces marques-là. Et je suis pas toute seule du tout. On est. Non, bien sûr, mais du coup, comment tu passes d'une équipe de, vous êtes 2 fondateurs à, j'imagine qu'aujourd'hui, tu as des catégories managers, peut-être des acheteurs. Des acheteurs. En fait, c'est des acheteurs, des gestionnaires achats. Donc, j'irai sur toute la partie achat, appro, même merchandising et marques propres, parce qu'on a aussi quelques marques propres. On est une trentaine quand même, plus de 30. Une sur trentaine les 120, de personnes. un quart. Ouais, c'est ça. Un tiers, pardon. 3 fois 4, non, un quart. On est 120. Ouais. 30, 35 à peu près. Donc, oui, le sourcing. La curation de ces produits et la construction de cet assortiment, ça demande beaucoup de temps, de gens pour le faire, d'investissement. Donc, c'est une grosse équipe. C'est quoi les clés de succès d'une bonne curation, d'un bon sourcing ? Les clés de succès, c'est d'arriver à la fois à surprendre tes clients, leur faire découvrir et à avoir un effet « Ah, waouh, génial, mais Smallable, ils ont découvert encore un truc chouette. » C'est ce qu'attendent nos clients, vraiment. Quand on les interroge, c'est ça ce qu'ils veulent chercher. Et en même temps qu'ils marchent. En même temps qui se vendent, parce que ça sert à rien d'avoir des beaux produits qui ne se vendent pas. Je dis pas que tous nos produits n'ont pas la même vélocité en termes de d'écoulement, mais quand même c'est ça la clé du succès, c'est arriver à avoir un assortiment de beaux produits qui vont se vendre, et puis ce mix entre des produits quand même haut de gamme, mais aussi un peu d'entrée de gamme. C'est avant tout, c'est pas que le prix, c'est l'intérêt du produit, si on le trouve bien confectionné. Joli, bien fait, des beaux matériaux. C'est cet équilibre-là. C'est un savant équilibre, en fait. Parce que notre clientèle n'est pas que... Et puis même au sein de notre clientèle, il y en a qui veulent dépenser parfois plus... Il y en a qui veulent dépenser peu sur de la mode et plus sur de la déco. Et inversement, il y en a qui sont dingues. Dès qu'il y a une nouvelle collection qui arrive de telle marque, ils sont à l'affût. Ok. Est-ce que vous faites aussi accompagner par des cabinets de tendance comme, je sais pas, Nelly Rodi ou... Non.
Ok. Non. C'est une question qui s'est posée ou c'est... Ouais, non, on se fait pas accompagner parce que, alors moi, dans le passé, il y avait pas mal, on achetait pas mal de cahiers où on était accompagné par Péclair, par exemple, ou Nelly Rodi, voilà, ou d'autres. C'est bien, mais on n'en ressent pas forcément le besoin. En revanche, on a pris un outil il y a pas très longtemps qui est plutôt une bibliothèque de tout ce qui existe. Donc ça, c'est WGSN, que j'avais aussi dans mes précédentes, et moi j'avais trouvé plus utile. Alors, ça va pas être sympa pour les cabinets de style, ils vont pas m'aimer, mais bon, voilà. On fera appel à eux peut-être à d'autres moments. Et WGSN, c'est une super plateforme pour voir toutes les tendances de couleurs, de formes. J'aime bien aussi le côté un peu, tu vois ce qui se passe à New York, comment en plus on était un peu limité dans nos déplacements en voyage, ce qui se passe en Chine, au Japon, un peu tu vois, les street, les looks de rue, les tendances un peu en merchandising, des boutiques, enfin. Donc là, c'est plutôt, tu vois, une inspiration. C'est pas ça qui va nous faire acheter, tu vois, tel truc, mais ça nous nourrit. Ça fait partie il faut se nourrir de toute façon. Il faut se nourrir quand même en voyageant dans les salons. Ça va être, oui, il faut nourrir notre goût aussi pour faire la bonne sélection pour le goût de nos clients. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Si, je l'entends bien. J'ai deux questions. Tu parles souvent des salons. Quels sont les salons sur lesquels vous vous alimentez ? Les salons, c'est les salons et les showrooms en fait, parce qu'il y a des marques qui font des showrooms donc toutes les saisons, tous les 6 mois. Donc c'est des showrooms, soit un showroom privé. Donc c'est les périodes de janvier, février, et de septembre, entre juillet et septembre. Donc les salons, par exemple, il y en a eu un. Ça y est, enfin, on avait oui. Depuis 2 ans, c'était l'enfer. On achetait quand même sur Book, en visioconférence. Donc, tu vois pas forcément les produits. Mais on a réussi à acheter, à pas trop se planter, parce que ça, c'était un risque de plantage quand même, de se dire, alors je vois pas la matière de cette robe, j'imagine. Le commercial me dit que c'est comme ça, mais voilà. Donc, on a eu quelques surprises parfois, mais globalement, on s'en est pas trop mal sortis. Donc, les showrooms et les salons, par exemple, c'est Maison et Objets. Donc là, on a repris Maison et Objets, donc qui est un énorme salon, qui est un peu la référence dans l'univers de la déco, mobilier, même du jouet. Il y a une partie enfant aussi, mais c'est une petite partie. Alors là, il était réduit, parce qu'il y a beaucoup moins d'exposants. Il n'y a pas les internationaux, notamment le Grand Export qui n'était pas là. Moins d'exposants, moins de clients. Après, on a fait 3 Days in Copenhagen, qui était, alors c'est plutôt des showrooms de marques. Donc on était à Copenhague quelques jours, où là, c'est les marques qui présentent leurs nouveautés dans les showrooms. Donc, et puis tu as plein de petits events. Tu as aussi Milan. La foire du design à Milan, avec un off, c'est-à-dire en dehors du salon, tous les événements qui se passent, qui sont hyper inspirants. Alors là, c'est un peu plus parfois conceptuel et artistique, mais c'est ce genre de choses qui te nourrit aussi, qui nourrit ton œil. Et après, en mode, tu as Who's Next, tu as Playtime pour l'univers de l'enfant en vêtements. Voilà, t'en as pas mal, en France et à l'étranger. C'est riche, merci. On en a parlé plusieurs fois dans le passé avec des invités sur le panier, mais de l'importance des salons pour connaître ou se faire connaître ou trouver des distributeurs dans d'autres pays et sur l'international, dont on y viendra d'ailleurs dont on parlera dans quelques minutes. Hyper important, merci beaucoup. La deuxième question qui me venait, je réfléchis en même temps, donc je réfléchis à haute voix, mais le monde de la mode, pas que d'ailleurs, a changé au cours des dernières années avec des marques qui se créent peut-être beaucoup plus facilement, qui sont beaucoup plus, qui n'existent qu'en ligne pour certaines. Ouais, des NVB, ouais. Des DNVB, ça vous impacte ? Non, au contraire. Ça impacte ta manière de fonctionner. C'est des marques qui sont pas forcément présentes. Mais bien sûr. Sur les salons, il faut les dénicher, quoi. Bien sûr. Mais c'est là où, c'est un peu. C'est votre métier. C'est notre métier. C'est un peu notre force dès le départ. Et je dirais que c'est un super terrain de jeu pour nous parce que je dirais qu'en 2008, on a démarré avec 60 marques. Bon, j'allais chercher, j'ai travaillé sur le volet, mais tu avais envie que le marché soit un peu plus dynamique. Et en fait, il s'est vraiment dynamisé. C'est-à-dire que je pense que le premier salon de l'enfant Playtime, je ne sais plus combien il y avait d'exposants, mais je sais pas, il était tout petit, je me souviens. Et là, maintenant, c'est énorme. Ils ont peut-être 500 exposants. Donc, il y a eu un vrai dynamisme autour de l'enfant. Je pense qu'on était aussi au début de ça. Ça s'est accéléré mais que ce soit en mode ou en déco, c'est impressionnant. Moi, je regrette toujours. Je me dis, mais j'ai envie d'avoir un autre bébé parce que j'avais pas tout ça. Je dis souvent à l'équipe, je dis, mais vous vous rendez pas compte la chance de ce que vous avez aujourd'hui comme offre, alors qu'il y avait pas tout ça. C'est génial. C'est hyper dynamique. Donc ça, c'est
Ça, je dirais que c'est facile. Après, oui, il y a des marques, du coup, des marques qui étaient un peu historiques parfois, qui peuvent être amenées à souffrir, mais comme c'est toute la vie d'une marque, hein, parfois, tu es indésirable, tu as des hauts et des bas, il faut savoir se réinventer. Et c'est vrai que tu as une vraie créativité, parce qu'en plus, nous, on va sourcer aussi beaucoup de marques à l'étranger, pas que françaises, donc la créativité, elle est partout. Je trouve que les Australiens en ce moment sont hyper créatifs, hein, les Américains aussi, alors qu'avant, je pense qu'il y a 10 ans, les marques américaines, ça n'avait pas d'intérêt, tu vois, limite. Donc ouais, non, même des marques coréennes. Donc je trouve qu'il y a il y a un dynamisme, une créativité assez exceptionnelle en mode et en déco. Donc ça, c'est génial. Donc pour nous, c'est plutôt favorable parce qu'en fait, on est plutôt à dire, on a un peu plus de choix, on va bien les sélectionner. Ça n'empêche pas qu'on a toujours ce travail de sourcing, vraiment d'aller dénicher ce que tu vas pas trouver ailleurs. Mais voilà, c'est plus pour nous, l'offre s'est élargie. Quand tu as une marque établie, je sais pas, du bon point, Ouais. tu es à peu près sûr de la qualité du sourcing, de ce qui va se passer. Une DNVB, en revanche, tu as plus de risques. Tout à fait, tu as plus de risques. C'est vrai que nous, on prend plus de risques parce qu'on est parfois avec des marques qui se lancent, avec des marques qui sont parfois qui sont jeunes et qui ont d'un coup des fortes croissances. Il faut qu'ils arrivent à suivre en termes de logistique, en termes d'appro, de prod, de trésor. C'est sûr que, comme je te disais, on ne s'est pas facilité la vie en choisissant ce concept store, mais voilà, c'est aussi assez challengeant. Mais après, on essaye de baquer du mieux qu'on peut avec les fournisseurs avec lesquels on travaille. On choisit quand même où c'est fabriqué. Globalement, tu vois, quand on travaille vraiment avec une nouvelle marque, on essaye de vraiment remonter un peu à la façon dont ils produisent. Voilà, on va pas auditer leur usine, ça c'est sûr, hein, malheureusement. Mais voilà. Je dirais que c'est plutôt... En même temps, je trouve que souvent, les nouvelles marques, elles sont plus... Tu vois, typiquement, on a beaucoup de marques qui sont sur un axe green, donc notre catégorie, nos flags greenable. Greenable, voilà. Et donc, toutes ces marques éco-responsables, souvent, ça passe par les plus petites marques. C'est initié et l'innovation, elle vient des petites marques. Moi, je trouve qu'il y a des petites marques qui se lancent. Dès le départ, ils ont vraiment travaillé un packaging recyclé ou biodégradable. Ils ont travaillé de A à Z, c'est organique, certifié. Enfin, c'est super bien pensé. Donc, ils sont parfois beaucoup plus puristes et parfois des grosses marques installées avec lesquelles aussi on travaille ont beaucoup plus de mal à switcher. Enfin, c'est vrai, c'est plus compliqué après de changer. Parce que direction c'est quand tu as un paquebot que quand tu as Tout à fait. un petit Zodiac, quoi. C'est ça. Et moi, je trouve... franchement, j'applaudis toutes ces marques parce que pour le coup, ils prennent aussi des risques, mais ils sont pointus, ils vont loin dans leur démarche. Loin dans la démarche et disons, fermes sur leurs convictions. Et voilà, c'est ça. Oui, loin, c'est-à-dire ils sont très engagés sur leurs convictions et je ne vais pas déroger, je ne vais pas de compromis. Et c'est vrai que c'est bien quand tu lances un truc, je pense qu'il ne faut pas au début avoir de compromis. Après, tu peux t'assouplir et tout, mais je trouve que c'est bien d'être bien puriste si tu y arrives. Alors, avant de clore ce chapitre qui est la sélection produit, est-ce que vous êtes contacté par des marques ? Comment est-ce qu'on vous contacte ? Oui, alors évidemment, dans le sourcing, on est beaucoup contacté par les marques, que ce soit par Instagram, par mail. Donc après, on a du mal à répondre favorablement à tous. Quel conseil tu peux demander ? Je pense à une marque d'une copine. Non, pas d'une copine, mais sur laquelle je suis tombé récemment, qui s'appelle Élémentaire. Mais bien sûr. Élémentaire. Ah oui, non, Élémentaire. Non, pas c'est Élémentaire que vous portez, mais vous n'avez pas Élémentaire. Par exemple, comment est-ce que ce genre de marque peut... Alors, c'est pas mal par Insta, parfois. Parce que j'avoue que la boîte contact, parfois, ça a du mal à redescendre partout. À 100 personnes et 70 millions, il doit y avoir beaucoup de mails. Non, c'est pas mal par Insta, par LinkedIn. Okay. C'est je trouve, le média le plus rapide. Et après, on essaye de répondre. Parfois, moi-même, je reçois beaucoup, moi, sur mon Insta même, ou l'Insta des acheteuses. On se dit, voilà, on regarde. Alors, soit d'un coup, c'est évident et c'est 100%. On se dit, OK, alors là, on va faire une petite place dans le budget, il la faut. Soit on se dit, on réfléchit, on en parle tous ensemble. Voilà, c'est assez collégial. Donc, on se dit, bon, on y va pas, quel est le plus ? Est-ce que ça cannibalise l'existant ou pas ? Ou vraiment, ça apporte quelque chose et à ce moment-là, on avance. Mais c'est vrai on est très sollicité, c'est une chance, mais en même temps, voilà, on reste sur une ligne directrice assez... On fait pas tout, quoi. Non, on a toujours dit... conviction et direction. On ne veut pas tout faire, mais pour bien faire, pour mieux faire, pour justement pas aussi perdre cette clientèle.
Alors, c'est un sujet que j'ai abordé plusieurs fois et que je trouve vraiment intéressant. Il y a un cercle vertueux ou vicieux d'ailleurs à choisir les marques avec lesquelles tu peux travailler parce qu'il y en a qui sont portées et qui ont des effets, des momentum. Ouais. Donc, de les avoir dans ta collection, ça peut être intéressant. Et dans l'autre sens, je parlais avec des fondateurs qui me disent que d'être référencé dans un concept store en vue, on va dire, va aussi porter le développement. Donc tout ça. Mais on a grandi ensemble avec nos marques. Okay. C'est-à-dire qu'une de nos marques phares, je me souviens, elle a lancé sa première collection en 2009. C'est une de nos marques quasi numéro 1 aujourd'hui. Et j'adore parce que quand on a eu un coup de cœur, quand on les a vus, ce premier salon Playtime, c'est Bobo Chose. Vraiment, je suis fan de cette marque et des gens en plus qui travaillent derrière ces collections. Et en fait, on a grandi avec eux, c'est-à-dire que c'est leur première collection. C'est adorable. Bobo Chose. Bobo Chose. Et eux, ils ont révolutionné vraiment un nouveau vestiaire enfant. Ça n'existait pas. Enfin, c'était vraiment nouveau, complètement, nouveau pour l'époque. Et ça l'est toujours. Hein. C'est quand même c'est vraiment des créatifs. Ce sont assez des artistes, des créatifs, mais c'est une boîte qui grossit super bien. Et en fait, on a grandi avec eux parce que d'être présent, souvent les marques qui nous disent, je vais absolument être présent chez vous parce que je sais que ça va m'amener plein d'autres retailers. Surtout du physique, c'est-à-dire qu'on a une visibilité online quand on est chez Smallable qui permet à plein de boutiques multimarques en France, à l'étranger, physiques, de dire ah tiens, c'est chez Smallable, c'est garant. C'est une garantie. Alors, c'est le tampon. C'est le tampon. Et puis effectivement, les marques peuvent dire regardez, je viens de rentrer chez Smallable, comme ils pouvaient dire je viens de rentrer chez Saks, chez Liberty of London. Au bon marché. Au bon marché, exactement. Donc oui, c'est chouette et on accompagne cette croissance et c'est vrai que ça leur met parfois le pied à l'étrier pour certains à développer. Et nous, on préfère que nos marques se déploient bien parce que ça veut dire que voilà, ils ont plus de, ils Évidemment. se développent. Voilà. Merci. J'aimerais parler encore en parlant de business et d'ops de deux sujets. Le premier, le second, ce sera l'international et le premier, c'est l'omnicanalité. Oui. Vous avez ouvert lors de au cours des 10 dernières années, en 2015, oui. un concept store, un family concept store de 300 mètres carrés et un peu plus tard une antenne de ce concept store dédié à la femme. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça vous a apporté et qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui ? Alors, on a lancé en 2015 donc le Family Concept Store. Alors, on n'était pas tout à fait Family Concept Store, on était encore Kids Concept Store. Concept Store. Et typiquement, je reviendrai après sur les raisons qui nous ont poussé à ouvrir ça, un point de vente physique, mais typiquement, c'est aussi le Concept Store qui nous a montré à quel point les femmes allaient acheter de la mode ado et comme quoi elles étaient intéressées pour peut-être faire de l'adulte plus chez nous. Donc, ça a été, disons qu'on avait la preuve un peu par les chiffres, par les échanges qu'on pouvait faire avec nos clients. Mais c'est vrai de voir aussi en vrai que la nana, elle va prendre sur le portant un 14 ou un 16 ans et l'essayer en cabine. Pour elle, tu dis, ah ouais, ok, il y a peut-être quelque chose, on peut peut-être aller plus loin. Les raisons... alors, avec Pierre, on était... je dirais que, de toute façon, ça faisait partie un peu de notre vision et de la roadmap qu'on s'était, je pense, fixée même en 2008, où on se disait, ok, on le fait online, c'est indispensable, parce que pour un besoin de praticité, parce que t'as pas t'es un peu illimité et ta largeur d'offres en termes de produits online et un peu illimité d'un point de vue géographique. Mais néanmoins, on s'est dit, le rêve, t'as toujours un truc qui te guide, tu vois, un peu quand tu lances un truc, et tu dis, mais moi, si je me projette, j'ai envie qu'il y ait des concept stores physiques dans chaque grande capitale. Alors, pas chaque grande capitale, mais au moins, je sais pas, à New York, Los Angeles, à Tokyo, à Londres, à Sydney, à Berlin, enfin voilà, à Milan, à Bruxelles. Donc j'avais cette image-là quand même, physique, pour aller à la rencontre en fait de nos clients, qui est l'incarnation. T'as le web, mais l'incarnation physique pour aller, parce qu'on venait quand même sur du produit physique. On a des clients physiques. Voilà, nos flux, c'est pas, voilà, c'est des flux de marchandises. C'est concret, c'est très concret. Et du coup, déjà, il y avait ça en tête. Après, quand ça s'est passé, on l'a pas mis dans nos business plans des 5 premières années. Mais en fait, ça nous trottait dans la tête un peu avant 2015, en 2014 même. Ça nous trottait un peu dans la tête. On s'est dit, ce serait quand même pas mal d'aller un peu plus loin, d'aller encore plus à la rencontre de nos clients. Et puis, le web, c'est bien. C'est vrai qu'on arrive à construire quand même une belle identité. On a un univers après bien singulier, propre à nous. Mais on a envie d'un petit écran, enfin un petit extrait de notre concept store et de dire ça c'est l'univers de Smallable et où tu peux vraiment le visualiser concrètement.
c'est vrai que le web, tu vois des pages produits, tu vois des pages, oui, de magazines un peu, mais t'as du mal à avoir l'exhaustivité en un clin d'œil, en fait, en un coup d'œil. Et du coup, on s'est dit, ah tiens, si ça se faisait pas, c'était pas trop, tu passais du physique au web et pas trop du web au physique. Et on s'est dit, et c'est vrai que ça peut faire en fait un vrai outil de com, un outil de branding aussi. Parce que tu vas à la rencontre de tes clients et puis en fait, tes clients aussi viennent, la presse peut venir. Donc voilà, c'est plus concret. Donc on s'est lancé ça nous trottait la tête et en fait c'est venu d'une opportunité, c'est que le local, l'endroit qu'on a trouvé en fait avant, la nana qui s'occupait de ça, qui avait cette boutique-là, en fait, a vu un article dans lequel, merci la presse, dans lequel je disais, mon rêve, ce serait d'avoir un concept store physique, d'ouvrir un concept store à Paris et puis dans d'autres villes étrangères. Et là, elle m'a appelée. Elle m'a contactée, elle me dit, nous, on est un peu au bout de notre histoire, on a envie de changer, on adore ce que vous faites, donc on a envie, ce serait super pour la continuité que vous preniez cet endroit et que ce soit un small label. Et ça a été vraiment, à coup d'un petit déj, elle m'a contactée, elle a vu cet article. À la fin de l'article, l'interview, je dis une phrase, elle me contacte, on prend un petit déj, on voit le lieu, on s'est dit, ah ouais, mais c'est hyper smallable. Après, on l'a pas mal, on l'a refondu, on s'y sentait bien. Et ça collait vraiment à notre ADN. Et voilà. Et il fallait convaincre aussi un peu quand même, nos investisseurs d'y aller. Parce que tu te dis toujours, est-ce que c'est rentable, physique 2015, donc vous aviez déjà fait la deuxième levée, vous avez levé 6 millions. Ouais, on avait fait déjà la deuxième levée. 7 millions et demi en tout, ouais, c'est ça? On a levé 7 millions en tout. Ouais. C'est un peu plus de 7 millions. Donc on avait. Mais t'étais déjà rentable. On venait d'être rentable. Ouais. Okay. On venait d'être rentable. Donc on était sur un trend de, je sais plus, peut-être à 17 millions, quelque chose comme ça. Enfin, on allait. Et en fait, on l'a fait et c'était super. On a eu un super engouement. Qu'est-ce que ça nous a apporté? En fait, ça nous a apporté vraiment cette proximité avec nos clients. Alors évidemment, des clients parisiens ou des clients qui viennent à Paris, de partout en France, qui viennent à Paris pour faire parfois passer un week-end, des touristes étrangers. Et c'est pour ça qu'on s'était aussi, le 6e était un bon endroit, un bon spot, même si c'est pas du tout un emplacement numéro 1, loin de là. C'est un shop de destination, donc il faut vraiment aller là-bas. Mais on existait déjà à Small Label, donc on avait déjà notre autorité pour que justement se mettre là et que ça puisse faire venir le trafic jusqu'à nous, parce que c'est quand même un enjeu, faire venir le trafic en boutique. Et pas mal d'étrangers, parce que le 6e, c'est vrai que t'as le bon marché, t'as quelques grands hôtels, la Lutte s'y a rouvert quand même il n'y a pas quelques temps. Donc ça permettait de drainer aussi des Américains, des Brésiliens, des Asiatiques, donc c'était le bon endroit pour s'y mettre. Donc ça nous a apporté une proximité client, du vrai conseil à nos clients. Ce qui est plus difficile, on le fait, puisqu'on a toujours apporté depuis le départ beaucoup de contenu sur notre site, d'inspiration, de conseils, de guides. Et ça, c'est aussi ce que viennent chercher nos clients, pas que des produits, mais toute cette richesse de conseils et d'inspiration. Mais là, on peut vraiment le faire en live et prendre le client un peu façon personnel shopping. Ok, tu as un projet de naissance de A à Z. Non, mais oui, c'est vrai. Projet de naissance. Non, mais un projet de naissance, c'est vrai. Nos clients, et je comprends, mais ils arrivent, je suis emparée, je sais pas quoi, ça sert à quoi une gigoteuse et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, de A à Z, tu les prends et tu les accompagnes, tu t'assieds avec eux. Et puis, pareil, d'agencement de maison, de déco, de pièces. Donc, il y a beaucoup de conseils. Sans stock. On a du stock. Enfin, pardon, je pose une question. Avec du stock? En fait, on a du stock. On stocke. On a quand même. On a quand même du stock. Donc, c'est pas un showroom. Okay. C'est vraiment un point de vente. Tu peux repartir avec. Mais c'est vrai on fait aussi toute une part de conseils, d'achat, ce qu'on appelle de commandes sur le web, en fait, qu'on va faire livrer chez nos clients sur le conseil. Donc, on a toute une matériothèque. Tu peux choisir ton bois, les tapis. T'as tout. On va pas présenter tous les tapis, tous les papiers peints. Voilà. Donc, on travaille aussi beaucoup ce conseil-là. Et après, on construit la commande du client et on la fait livrer chez lui. Mais c'est vrai que ça, c'est un vrai plus. Et on a vu qu'on vendait beaucoup plus d'ailleurs de tout ce qui est déco, mobilier, en proportion, à toute proportion égale, parce que c'est plus petit, c'est le store, mais en proportion par rapport au web. Non, mais je comprends, il faut se projeter sur de la déco et du mobilier versus un... Voilà. Versus vêtements. C'est tellement facile aussi sur le web d'acheter du vêtement que tu le reçois, tu te dis, je passe à la boutique, je peux essayer, mais sinon, tu te le fais livrer. Alors que parfois, quand tu as un projet un peu déco où tu as vraiment besoin de conseils, d'être accompagné, c'est vrai que les gens sont... Même, il y a plein d'archis qui nous appellent, parfois de New York, du Maroc, pour, j'ai un projet pour un client. Les hôtels aussi, on travaille pas mal un peu en partenariat. Alors, on a lancé avec le Crillon et bientôt le Hoxton, en fait, pour accueillir les...
fais une aparté, hein. Mais c'est ce côté un peu conseil et global, sur une offre un peu globale et pas juste déco ou juste vêtements. Mais par exemple, avec le crayon, on a lancé pour accueillir les familles. Donc, ils ont des suites familiales. Ils veulent être kids-friendly. Ok, génial. Et donc, je vois l'idée. Ils veulent, justement, nous, on leur fait un petit coin enfant. Ouais. Voilà, on équipe un coin enfant de loisirs, jeux, un peu déco, dans ces suites familiales. Et pareil, ils n'ont pas un kids club, mais on a plein d'activités pour occuper les enfants quand ils sont en train de dîner au resto ou que les parents sont en train de prendre l'apéro. On fournit les jeux, les petits jeux de société, selon les tranches d'âge, selon l'âge des enfants. Donc, il y a un vrai accueil personnalisé de ces familles-là. Mais du coup, là, tu mets en avant tes marques et pas forcément Small Label. Alors, on ne met pas en avant forcément, c'est les marques, effectivement, mais après, derrière, on a créé un petit cahier de coloriage, Okay. Small Label fois crayon qu'on a fait in-house nous-mêmes, avec plein de des vrais dessins, des petits jeux. Et on leur propose aussi d'avoir une séance de personal shopping s'ils veulent au Concept Store. Bien sûr qu'on met en avant nos marques, mais après, ces marques-là, ils vont regarder... Mais tu crées une je les relation trouve. avec Exactement. ton persona et tu essaies de... C'est du tunnel de... Voilà, c'est et du puis funnel, ça quoi. veut dire que quand c'est un peu des people, des célébrités, hop, ils peuvent mettre sur Insta, prendre la photo de leur enfant. Voilà. Ok, hyper Tu sais que intéressant. nous, on peut retaguer derrière. Donc, le store en 2015, Ouais. proximité client, conseil, personal shopping, relations presse aussi. Parce que tu Et peux alors, faire la venir des notoriété, gens. la visibilité. C'est Il y a ça. eu un vrai effet sur la visibilité à Paris. En fait, on a eu beaucoup de retombées presse à la sortie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les journalistes, elles ont besoin de concret, de prendre des photos, de se déplacer et de se dire alors je vais photo. Et en fait, t'as beau avoir des jolis contenus sur le web, d'avoir un site avec des jolis visuels et tout ça, c'est pas pareil. Elles veulent concrétiser. Enfin, elles veulent. Je dis ils aussi. Mais les journalistes, généralement, ils veulent. S'ils veulent faire un reportage, ils veulent des vraies photos en live, en fait, dans un. Et ça, c'est vrai qu'on a eu énormément de retombées. Je crois qu'on a eu plus de 300 retombées dans les. Je sais plus de 300, mais dans les 3-4 mois qui venaient. Et il y a eu un effet de notoriété, un vrai petit boost de visibilité et de notoriété. Et donc, ça nous a apporté des clients à la boutique, au Concept Store physique à rue du Cherche-Midi à Paris, mais aussi sur le web. On a recruté. On a eu de la visibilité recrutée et plus de presse. Et comme la presse, c'est vrai que oui, on a un trafic nous gratuit qui est très fort. Donc, on fait ce travail de branding, en fait, pour la notoriété de Small Label et faire venir du trafic. Et c'est vrai que c'est un outil. Aujourd'hui, en fait, on est vraiment à se dire, c'est aussi un vrai outil de com, en fait, plutôt que c'est un investissement qui est rentable. Déjà, on a été rentable dès la première année sur le store, ce qui n'est pas évident pour un store multimarque, parce que les marges. Oui, puis tu le considères comme un centre de bénéfice du coup et pas un centre de coût parce que ça, tu pourrais le mettre comme une dépense marketing. Exactement. Pour moi, c'est comme un outil de com. C'est-à-dire que demain, mais rentable. Ouais. C'est-à-dire c'est ça, c'est pas juste un showroom, c'est pas un outil de com comme je fais une pub télé ou un 4x3. Non, c'est un outil de com qui fait du business rentable, a une vraie relation client et de la visibilité com. Donc en fait, demain, si on veut aux États-Unis, c'est pareil. Enfin, si on veut ouvrir à New York, c'est pas dans le pipe. Avec le Covid, on a un petit peu limité nos velléités d'expansion retail physique. Mais tu vois, c'est vrai que pour moi, je le vois vraiment comme un outil de com. J'ai eu une discussion à peu près similaire, similaire avec un acteur qui est aussi un distributeur, un revendeur qui est Snow Leader, que j'ai eu en épisode et en catch-up. Ouais. Pareil sur l'ouverture de leur concept store ou de leur store, ils en ont 3 je crois, qui a été un accélérateur de visibilité, de conseil de proximité et aussi de légitimité ou de réassurance de certains fournisseurs. Ils passaient d'un vendeur en ligne dont on n'a pas forcément entendu parler et qui reste au final, même s'ils font, je crois, en taille à peu près comme vous à l'époque, petit, à quelqu'un qui existe, qui a une présence physique. Mais je crois que oui, le côté présence physique, c'est rassurant. C'est rassurant pour des marques. Ça nous a permis d'avoir certaines marques parce qu'en fait, on avait les deux. On avait et le online et le offline avec du coup, dire oui, super, alors c'est bien, vous pouvez nous mettre aussi un petit assortiment dans la boutique. Ça, oui, ça rassure. Et puis en fait, tu vois l'âme en fait du site. Enfin, c'est aussi mine de rien. C'est un terrain d'expression de ton why. C'est pas juste un écran. Tu vois, enfin, tu t'exposes quand même un peu plus. Donc là, tu vois l'expression, la qualité, la relation, les équipes. Tu vois aussi, on a un clin d'œil, la sélection, l'assortiment, le merchandising, puisque là, souvent, les clients, ils vont soit sur une catégorie de produits, le merchandising, ça dépend un peu de leur navigation, ou alors sur une page d'une marque ou d'un créateur, mais
Là, tu peux vraiment te dire, sur un espace, je mélange produit et marque, et là, je monte mon œil. Et là, ça rassure, je pense, ça ancre encore plus notre... ça a ancré encore plus notre peut-être savoir-faire. C'est passionnant. Le temps file et on a encore plein de choses à se dire. J'espère que tu as le temps. J'ai le temps. J'enchaîne. Tu as parlé de New York à l'instant. Aujourd'hui, l'international, et tu y avais pensé dès le début, rien qu'avec le nom, Small Label. Ouais. L'international, c'est 65% de votre chiffre, donc près de quoi, 40 millions de têtes. Oui, c'est... Deux tiers de 70, ça fait 43, 44. Ça, allez. Raconte-nous ton développement international, les enseignements que tu peux nous partager et peut-être les erreurs à éviter ou les écueils que tu as. Alors, en fait, ça s'est fait... Alors, on avait trouvé le nom, ça c'est sûr. Ça parce qu'on voulait aller à l'international. Tout de suite, on a traduit notre site en anglais. Ça, on le voulait aussi. Après, on ne pensait pas qu'il y allait avoir quand même des clients étrangers assez rapidement. On faisait quand même 20%. La première année, 400 000 €, mais on faisait quand même 20% de notre chiffre. Dès la première année ? Oui, à l'étranger. Et pas que Belgique, Suisse, pas que francophone. Ouais. Enfin, la Suisse n'est pas que francophone, mais... Donc, dès la première année, 20%. Ni la Belgique, t'as raison. Mais donc, non, dès 20%. Et en fait, ça, c'est venu parce qu'on avait un assortiment à 1 tiers français et 2 tiers de marques étrangères. Donc, en fait, les marques qu'on avait nous apportaient des clients étrangers. Voilà. Donc ça, déjà, on avait des marques suédoises, scandinaves, américaines, italiennes, espagnoles. Donc déjà, ça, c'est l'offre qui a les marques aidaient, même si parfois elles étaient peu connues, mais elles étaient connues parfois aux Pays-Bas. Donc du coup, quand ça on trouvait ta population, un peu en SEO ou en SIA, on tombait sur nous. On a eu pas mal d'influenceurs. Enfin, alors, on n'avait pas Instagram, parce que j'ai l'impression d'être un dinosaure. Instagram n'existait pas à l'époque. Mais tu avais quand même le web, tu avais pas mal de blogueurs, en fait, de sites édito. Donc, ils parlaient de toi. Ils avaient découvert un peu le concept store pour enfants, vous connaissez en Allemagne. Ils en parlaient. Donc, ça a vraiment eu un effet un peu de halo. On a eu des vrais relais, en fait. Des relais d'opinion, des relais assez naturels par le fait d'être un concept store et notre positionnement et je dirais un peu la force de notre assortiment qui a pris comme ça. On faisait pas, à part traduire notre site en anglais, on faisait rien d'autre, pas de marketing en anglais. Enfin, pas en anglais, mais pas de marketing à l'international. Et là, quand Alven est rentré en 2010, là, on a dit, en fait, on veut accélérer l'international parce peut-être qu'on faisait déjà 30% quand ils sont rentrés d'ailleurs. En 2010 ? En 2010. 2 ans après, Ouais. Donc, oui, pardon. Première année, 20%. 20% à 2010. 30%, on devait faire, je ne sais plus exactement les chiffres, mais c'était à peu près ça. Et là. Mais déjà, là, un insight qui est hyper intéressant, et c'est vrai que je ne l'avais pas visualisé comme ça, mais porter c'est de l'anglais, pardon, Carrie. Avoir à ton catalogue des marques étrangères, mine de rien, t'ouvre des marchés, puisque ces personnes vont chercher à les acheter. C'est ça. Bon, tu seras en concurrence avec, j'imagine, les distributeurs locaux. Bien sûr. Oui, mais comme encore une fois, on est sur un one-stop shop hyper sélectif qu'on ne trouve pas partout, même à Berlin. Tu les emmènes vers d'autres. Voilà, c'est ça. Donc ça a pris comme ça, plus évidemment. Alven rentre, t'en étais là quand je t'ai interrompu. Voilà, et Alven rentre, et là, on veut accélérer l'international. Bon, accélérer un peu notre structuration d'équipe, évidemment, mais aussi l'international. Et là, on lance 3 autres langues. Donc l'allemand, l'espagnol et l'italien. L'allemand est devenu après notre premier pays. L'Allemagne était notre premier pays. Étranger, après la France. Oui, après la France. Okay. Oui, pardon, excuse-moi, premier pays étranger. Et a été les États-Unis sont devenus le deuxième pays l'année dernière. Tu vois, il y a 1 an, ils sont passés en tête avant l'Allemagne, entre la France et l'Allemagne. Mais l'Allemagne a été historiquement un pays très fort, toujours le deuxième. Et donc, on a traduit ces langues. Et après, on a commencé, du coup, à structurer et l'équipe et nos investissements marketing pour faire de l'international. Donc, en fait, au début, petite équipe. Donc, en fait, la personne au marketing faisait et la trad et le service client dans la langue. Parce que qui dit langue, il faut après suivre. Donc, faut des clients en allemand qui te parlent en allemand, il faut leur répondre en allemand. Donc, il faisait le marketing, donc toute l'acquisition de trafic, les différents leviers existants, affiliation, SIA dans la langue, travail du SEO aussi dans la langue, la traduction aussi, et le service client dans la langue. Après, petit à petit, en grossissant, en fait... Depuis la France. Depuis la France, on est là aujourd'hui. Les 120 personnes sont tous à Paris. Enfin, à Paris, et puis après, télétravail un peu. Voilà. Mais oui, on est tous basés en France. C'est une équipe cosmopolite avec vraiment des natifs espagnols, italiens, anglais, australiens. Enfin, oui, on a une équipe assez cosmopolite.
Ça, c'est pour la partie gestion des ventes, animation, communication, SAV. Ouais. Et trafic, acquisition de trafic. Et acquisition de trafic. Ouais. Du coup, avec des enjeux d'adaptation des campagnes, de la com. Tout à fait. Mais je dirais que, en fait, c'est assez facile dans le sens où c'est quand même un même modèle d'acquisition. En fait, on n'a pas des grandes disparités dans notre modèle d'acquisition d'un pays à l'autre. C'est pour ça, du coup, il y a une bonne scalabilité parce que, grosso modo, on travaille beaucoup le gratuit, c'est-à-dire nos SEO, notre référencement naturel, plus l'accès direct qui passe par la notoriété, la visibilité, par les RP, par les social media, par les blogs, les sites qui peuvent parler de nous, pointer vers nous, les marques qui peuvent aussi pointer vers nous, voilà. Donc, tout ce trafic gratuit qui est hyper important. Et à côté de ça, après, dans le trafic payant, c'est essentiellement du SIA. Enfin, avant, on avait des trucs, l'affiliation pesait un peu plus. On a des trucs de retargeting, on ne fait plus du tout. Maintenant, c'est très concentré SIA et on fait un peu de social ads, du YouTube ads qu'on commence, mais c'est très AdWords. Voilà. Donc après, et que sur AdWords, voilà, t'achètes tes marques. Donc après, évidemment, on n'est pas les mêmes investissements sur les marques ou sur les mêmes mots-clés d'un pays à l'autre. Et puis, il faut adapter ton message. Et t'adaptes ton message. Oui, t'adaptes ton message. Il ne suffit pas simplement de le traduire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une notion de culture à intégrer. Oui, ça c'est sûr. Et puis après, évidemment, pour l'international, il faut adapter un peu ton site. Enfin, après, encore, tu vois, là, notre grosse migration qu'on est en train de faire tech va nous permettre d'avoir vraiment une vraie personnalisation. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même commandé ce fameux bloc. On a un peu le même site pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on gère, la langue, le prix, la devise, le transport en local. Mais on est un peu limité, alors que demain, on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans la personnalisation du parcours client, si c'est un Suédois, un Américain ou un Australien, quoi. Donc ça signifie aussi, à l'international, adapter ton site, les events marketing qui sont bien, qui vont bien, les comportements d'achat, tel moyen de paiement par rapport à un autre. Raconte-nous, est-ce que tu peux rentrer dans le détail ? Par exemple... on a parlé de l'humain et du marketing, mais l'international, c'est aussi donc moyen de paiement, logistique, multidevise, multistock éventuellement. Voilà. Alors, nous, multistock, on n'en a pas. On a une seule plateforme logistique qui sert le monde entier. Qui sert le monde entier. On a toujours externalisé la logistique. Nearshore, offshore, enfin le grand export comme le... Exactement. Okay. Et qui réceptionne et stocke toutes les catégories de produits. On n'a pas genre un truc pour le mobilier et puis un truc pour la mode. Donc ça, c'est vraiment un point de logistique stockage. Et après, on travaille avec plein de transporteurs différents qui varient selon les typologies de produits. C'est vrai que c'est pas la même chose d'envoyer du mobilier ou un jouet un peu volumineux ou un petit paquet léger de mode. Et puis selon les pays aussi. Et selon la vitesse que tu veux, que ça aille, si c'est de l'express ou de l'économique. Voilà. Donc, tu adaptes évidemment tes transports. T'adaptes tes devises. Alors, on a 5 langues aujourd'hui, mais on a beaucoup plus de devises parce qu'on a des devises asiatiques, des devises dollars australiens. Enfin, on a une dizaine, 10-12 devises. Et puis après, en moyen de paiement, on adapte par rapport un peu aux us et coutumes. Effectivement, les pays d'Europe du Nord, par exemple, ils sont très à payer. C'est plutôt un pay now, un buy now, un peu pay later, voilà. Plusieurs fois. Voilà. Et puis notre PSP est très... nous aide beaucoup parce qu'il est très... Et votre PSP ? Adyen. Adyen. Voilà, donc il est très implanté européen, même monde. Okay. Donc en fait, il nous nourrit d'études. Les Néerlandais, il faut mettre ça. Les Allemands, plutôt ça. Par exemple, moi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que les Chinois... faut mettre les bonnes moyens de paiement pour la Chine ou le Japon. Vous l'avez certainement vu, chers auditeurs, mais il y a une série spéciale que j'ai faite sur le panier sur les plateformes de paiement avec iPay, PayPlug, PayPal, MangoPay entre autres, et Adyen qui devrait bientôt passer. Qui va passer bientôt. C'est en train d'être organisé au moment où nous enregistrons et ça devrait se faire dans les semaines qui viennent. Vous avez toujours été sur Adyen ? On a toujours. Alors c'est une bonne question. Non, je pense pas. En fait, au début, je pense qu'on était sur un truc de notre banque, si je me souviens. Non, Adyen, je pense qu'on l'a. Un VAD traditionnel. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et on avait un vrai besoin de tout concilier au même endroit, de fiabilisation, de nous aider à monitorer la fraude, parce que parfois il y a un peu de fraude, même si on a des taux extrêmement bas. Voilà, et puis d'ajouter ces fameux moyens de paiement qui sont différents d'un pays à l'autre. Mais on avait Adyen depuis un moment, depuis je pense bien 7-8 ans. Ton insight ou ton apprentissage plutôt, ou ton conseil sur l'international, un retailer en ligne qui est français, qui veut s'en faire à l'international ou qui veut partir à l'international, est-ce que... moi je pense déjà, il faut faire... Alors après, ça c'est juste mon conseil par rapport à Smallable, ce que j'ai pu voir, mais
En tout cas, faire léger au début. Moi, on teste, on voit. Et c'est-à-dire qu'on ne se lance pas dans il faut que je crée une filiale et que je duplique. Enfin, sauf si ton modèle en a besoin. Je ne dis pas que ça va avec tous les modèles, mais un modèle comme le nôtre, on n'était pas obligé d'avoir un bureau en Allemagne pour développer l'Allemagne. On n'est pas obligé d'avoir un bureau en Espagne. Voilà. Après, à un moment donné, peut-être que la logistique, tu as besoin en grossissant, de la déporter et aux US et en Asie pour servir ces parties du monde. Pour l'instant, on le fait de là. Mais je dirais que c'est d'y aller peut-être un peu léger, de ne pas se forcer à dire... Je me souviens, c'était Pixmania qui avait fait ça. En fait, qui avait tout, voilà, dans leur 12 expansion, pays 12 pays, mais à chaque fois, une structure hyper lourde, Ah. parce qu'un country manager, des équipes... l'Europe, en plus, c'est pas loin. Voilà. Et on peut avoir des natifs et des locaux dans les équipes. Et donc, du coup, tu les onboards aussi vraiment avec ta culture d'entreprise. Ils apprennent, qu'est-ce qui marche bien sur la France. Tiens, qu'est-ce que je peux tester et inversement. Donc, je trouve que tu maîtrises mieux. Donc, je dirais, moi, soyons légers parce qu'après, au pire, un pays, ne peut ne pas prendre. Tu vois, on souffre quand même un petit peu depuis le Brexit avec l'Angleterre. C'était un de nos pays phares. Les croissances, ils ne sont pas à 40% de croissance, tu vois. Non, mais vraiment, hein, c'est compliqué. Donc, tu n'es pas à l'abri d'un truc comme ça. Moi, je dirais investissement souple, flexible, agile, quoi. C'est un peu... Voilà. C'est mon conseil. Ton premier conseil pour un premier lancement Pour un premier lancement. Après, plein de gens nous ont dit, concentre-toi sur un pays. C'était un peu comme ça. Mais fais que l'Allemagne. Et va à fond sur l'Allemagne. Non, parce qu'en fait, si j'ai déjà des clients un peu l'Espagne, donc nous, ça a été plutôt à chaque fois, notre politique, de faire monter un peu en mayonnaise, un peu naturellement, et soutenu quand même un peu par des investissements de marketing et et faire monter un peu tout le monde en même temps. Alors, il y en a qui ont des croissances plus fortes. Les États-Unis, évidemment, le grand export a une croissance, tu vois, on est plus à 80% de croissance quand en moyenne, on est à 40%. Mais donc, tu as une croissance plus forte parce que, tu as des pays qui sont très dynamiques. Mais... globalement, tu as des pays, tu te dis, ça sert à rien parce que là, peut-être qu'il y a une opportunité, peut-être que ça va se développer plus vite. Donc, on a mis nos pions sur différents marchés. Et puis, on met un peu de fuel dans la machine et puis on voit. Et puis, il y en a qui accélèrent. Puis, on trouve quelques recettes un peu plus, génial. Là, on a trouvé un truc et ça prend ou ça prend plus lentement. Et du coup, ça te permet de calibrer aussi tes investissements. Commencer léger et ensuite test and learn en accélérant, quoi. Ouais, oui. Ça a été en tout cas votre. Oui, ça a été. Mais je dirais que c'est un peu notre approche en général, mais. Ouais. C'est l'itération. Voilà, exactement. Okay. Non mais progressif. Quoi. J'aimerais aborder pour finir cet entretien qui est passionnant et qui pourrait durer des heures, j'en suis certain, les principaux leviers d'acquisition. Pour avoir un ordre de grandeur, tu m'as dit 70 millions d'euros sur l'année passée. Quel est le panier moyen? On est à 170 euros. On a petit à petit notre panier moyen a vraiment grandi avec. Donc presque 500 000 commandes, 415 000. Ouais, on est plus de 500, quasiment 500. Quasi 500 000 commandes sur l'année. Ouais. Et quelle est la part de rebuy? Alors en fait, on a notre 2/3 de notre chiffre d'affaires est apporté par nos repeaters, c'est-à-dire les clients acquis l'année d'avant. En fait, un repeater, c'est sur nos exercices fiscaux. N-1. N-1, voilà. Okay. C'est vraiment N-1, c'est comme ça qu'on considère nos repeaters. Et donc, 2/3 de notre chiffre, c'est apporté par nos repeaters, qui sont 1/3 de notre clientèle. Hein. Donc, 1/3 apporte 2/3. 1/3 apporte 2/3 l'année suivante. Exactement. Ok. Et l'année. Et on recrute en même temps toujours des nouveaux clients, puisqu'on recrute chaque mois vraiment beaucoup de nouveaux clients. Et on recrute. Et en fait, on s'est rendu compte que. Donc, on est sans cesse sur les deux, et fidéliser nos clients existants, qui. Quand on regarde un peu les cohortes et la courbe, on les voit acheter de plus en plus avec un panier moyen unitaire plus élevé, plus fréquemment. Donc, en fait, une contribution globale sur l'année plus importante. Et année après année, ça monte. Donc, en fait, une fois qu'on a un client, on sait qu'on l'a dans le temps, on le fidélise et qu'il est vraiment fidèle. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas de churn et qu'on ne perd pas des clients, bien sûr. Mais globalement, et ça, c'est un vrai positif. Enfin, c'est un vrai atout parce qu'en fait, tu te dis que déjà, tu commences une année, a priori, avec 1/3 de tes clients qui vont t'assurer à peu près 2/3 de ton chiffre. Voilà. Et les nouveaux clients commencent à un panier moyen un peu plus faible, hein, forcément. Ils testent, ils découvrent, voilà. Et après, petit à petit, pareil, le cercle de la fidélisation commence. On le dit souvent, mais c'est une vieille stat, mais 8 fois moins cher de revendre un client existant qu'un nouveau client. Et c'est pour ça qu'on a des dépenses marketing très faibles par rapport à notre chiffre d'affaires. Quels sont tes leviers pour fidéliser? Comment est-ce que tu transformes le 1/3 en 2/3?
Alors, le 1/3 en 2/3, alors je dirais que c'est déjà la satisfaction de l'expérience client, parce que c'est l'expérience client, s'ils sont satisfaits, c'est qu'ils reviennent. Alors, je dis pas qu'on n'a pas des clients qui ont un problème logistique, transport. Sur 500 000 commandes. Ça arrive. Ça arrive. Voilà, on a, comme tout le monde, voilà, des avis négatifs, des choses qui arrivent, des couacs. Hein, c'est jamais tout smooth, on n'est pas parfait. Voilà. Mais globalement, on a quand même une super fidélisation et nos clients, ils sont satisfaits parce que du coup, ils reviennent. Et après, la fidélisation, elle passe parce qu'ils ont une bonne expérience client, ils sont satisfaits. L'offre leur plaît. Et comme on a déployé plein de besoins différents, en fait, ils vont venir là pour le back to school, pour acheter le cartable. Mais en fait, après Noël, ça va être les jouets. Et puis en fait, ah bah tiens, moi, j'ai besoin d'une huile pour le corps. Ah bah tiens, en fait, là, j'ai besoin d'un nouveau tapis là dans le salon et de la vaisselle. Et j'ai un cadeau à faire pour l'anniversaire. Donc en fait, en élargissant l'offre, on a élargi. Enfin, on a, accéléré la récurrence de nos clients. C'est-à-dire qu'on devient, pas systématique, mais on devient un passage... Un réflexe, voilà, c'est ça, exactement. C'est un réflexe pour les clients. Et limite, ils vont dire, ah bah tiens, je vais voir si je vais pas trouver ça chez Smallable. Pour mes rideaux, mes draps ou le cartable de ma fille. Exactement. Est-ce qu'il y a une catégorie sur laquelle c'est plus facile de les acquérir et une catégorie sur laquelle tu les fidélises? Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ouais, on a ça. Un parcours. En fait, alors c'est drôle, c'est que on le sentait, on avait l'intuition depuis longtemps. On a mis des datas derrière quand même. C'est qu'on avait l'intuition que par le jouet, la petite déco, on recrutait plus parce que les gens parfois sur de la mode, ils se disaient je vais prendre la fast fashion ou voilà, ou pour mes enfants la mode j'y prends pas trop attention, ou je sais pas. Et par contre ils rentraient chez nous par de la petite déco jouet, voilà. Et effectivement dans nos datas on voit que c'est par ces catégories-là, en tout cas plutôt la maison, qu'on recrute. Et on a recruté effectivement pas mal aussi de nouveaux clients lors du Covid par la maison, parce qu'en fait premier confinement il fallait trouver des jouets pour les enfants et nous on a réussi à maintenir notre activité, à livrer, on avait l'offre. Et aussi, c'était chez eux, donc il me manque tel truc dans la cuisine. Ah bah tiens, on va changer de vaisselle. Je fais plus de cuisine avec mes enfants. Ah bah tiens, je vais changer le linge, mes draps. Voilà. Donc la maison, est par sa diversité de typologie, et puis la maison, voilà, c'est plus large et donc du coup, ça permet de recruter un peu plus. Et par contre, on voit que il y a du repeat par la mode parce que il y a de la récurrence par la mode. Alors, parce que là, pour le coup, tu achètes, tu renouvelles tes vêtements, tes chaussures. Voilà. Hyper intéressant. Tes leviers pour leur faire connaître les autres univers, donc tu as recruté, disons, statistiquement par la maison, le jouet, la petite déco. Quels sont tes leviers pour leur faire connaître les autres univers? Les autres univers, c'est tout à chaque fois. C'est à ça que je veux t'amener, pardon. Ouais, c'est notre famille. En fait, c'est le fait. Comme on est un family concept store, on ne veut pas qu'il reste juste concentré sur une marque, leur marque favorite ou une catégorie de produits, mais en fait on fait beaucoup de contenu qui mélange nos marques et nos univers produits. Et donc là par exemple on a toujours fait depuis le départ, dès 2008, un magazine alors qui était digital, en ligne, pour mélanger les univers, pour montrer un peu, comme un peu dans un point de vente physique, notre merchandising, notre façon d'acheter, les tendances, les thématiques. Et là on est passé depuis cet été, et on est au 2e numéro là sur septembre-octobre, à The Smallable Paper, qui est vraiment pour le coup un journal et des printés qu'on asile dans chaque commande. Et là, pareil, comme on a interrogé vraiment nos clients avec cette soif d'en savoir plus, de connaître nos nouveautés, nos actualités, les coulisses de nos marques, là, pour le coup, on montre un peu l'exhaustivité, pas l'exhaustivité, mais en tout cas la largeur et la diversité de notre univers. Et donc, on va parler de la déco, de la mode ado, de la mode femme, de la beauté, de tous les produits qui sont plutôt green sur le site, une petite interview de tel créateur, comment il fabrique, sur le yoga, le bien-être, et puis toujours une petite ouverture sur les bonnes adresses à faire dans telle ville. Voilà. Alors, chers auditeurs, c'est un papier un peu plus grand qu'un A4, j'ai l'impression. C'est, oui, format un peu newspaper. Format un peu newspaper. Je me posais la question, mais du coup, j'ai la réponse. Plusieurs langues. Il est en français et en anglais. Et que vous glissez. Donc ça, c'est un bimensuel. Tu m'as gentiment apporté le septembre-octobre. Avec du content, oui, des mises en avant produits. Tout à fait. Et des silhouettes, et des QR codes qui m'amènent directement vers les fiches produits ou les catégories ou soit la marque. La sélection, par exemple, sur une tendance, une couleur, un motif, ou bien la marque, ou bien une catégorie produit.
Tout va bien. On a tous les jeudis, tous les mercredis, à midi, un cours de yoga chez Koja nous aussi, Nostra. on avait ça. Et les premiers pointent le bout de leur nez. Et ça se passe dans cette salle? Et ça se passe dans cette salle. D'accord. Mais j'ai prévenu, tout le monde n'est pas encore au cours, mais j'ai prévenu qu'on aurait un peu de retard. Pourquoi aller vers du papier ? Pourquoi aller vers du papier C'est pas très greenable ou pas forcément? Alors bon, c'est papier recyclé déjà, hein, on a fait attention évidemment, mais en fait c'était plutôt pareil pour digital. En fait, on est parfois aussi abreuvé d'informations tout le temps digital, tes news, ton emailing, Instagram, Facebook, enfin c'est beaucoup et qui ne retient pas forcément ton attention longtemps. Il y a des études qui ont été faites sur justement ton attention est très limitée sur parfois du digital quand tu lis des choses. Et donc du coup on s'est dit en fait on veut vraiment on a des choses intéressantes à leur dire. On veut qu'ils prennent le temps de se poser et de feuilleter comme un magazine, comme un bouquin et de puissent le garder en fait. C'est pas une consommation un peu jetable, instantanée, très rapide à survoler, mais on veut qu'ils prennent le temps. Si ça les intéresse, mais... Non, mais je suis tout à fait aligné, je comprends, ça reste sur une table, on est abreuvé, tu l'as dit, d'informations digitales en ligne. Au bout d'un moment, c'est fou. Oui, c'est ça, et surtout, ça sort du lot, et puis ça peut rester sur une table, ça se consulte. Voilà, puis on peut se dire, tiens, super, la prochaine fois, ça peut me donner des idées, on peut le passer à quelqu'un. Voilà. Est-ce qu'il y a un apprentissage que tu peux nous partager sur l'année qui vient de passer sur vos leviers d'activation, d'acquisition? Une révélation, une épiphanie Non, je sais pas. L'année qu'on a passée était quand même assez éprouvante parce que franchement, le Covid, c'était un sacré challenge et c'était sportif. Qu'est-ce que Non, j'en retiens juste une leçon, c'est être agile, anticiper. Je dirais, c'est être agile, anticiper, savoir rebondir, réagir, rebondir. Parce que c'est ça qui, je trouve, te sauve et du coup, être aussi très à l'écoute de ce qui se passe à droite, à gauche, tes clients, les petits signaux qui fait que, qui te permettent d'anticiper et de prévenir la crise, le risque. Voilà, je dirais que ça, c'est ce que ça m'a appris encore plus. Et puis après, d'avoir une équipe hyper soudée, une vraie cohésion d'équipe pour faire face justement aux difficultés. Et ça, c'est un vrai enseignement. C'est vrai que si tu as une équipe qui est vraiment soudée, je dis pas que tu peux gravir toutes les montagnes. Ensemble, on est plus fort. Non, mais oui. Non, mais c'est vrai. Mais ça a été un vrai. Et en étant tous à distance quasiment, mais c'est vrai que c'est un vrai. Ouais, bien sûr. C'est une vraie force parce que ça t'aide à aller plus loin quand même. Enfin, en tout cas, de passer ces caps. Donc là, c'était plutôt pour les 18 mois passés où, comme pour tout le monde, ça a été un gros challenge quand même. Ça fait un bout de temps qu'on se parle. Je crois que ce sera parmi les épisodes les plus longs. C'est passionnant et j'aurai encore plein de questions. Mais je t'inviterai avec grand plaisir pour un catch-up dans quelques mois. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette année ? Qu'est-ce qu'on souhaite pour cette année ? De continuer à surprendre et à mettre plein d'émerveillement dans les yeux de nos enfants, des enfants de nos clients et des parents. Et puis surtout de réussir, je dirais, notre transfo tech qui est majeure, qui est profonde et qui sera un vrai accompagnateur de notre croissance, accélérateur de notre business. C'est quelque chose que les gens ne voient pas d'extérieur parce que c'est caché, c'est dans l'ombre, mais ça va vraiment faciliter, renouveler l'expérience client, satisfaire davantage nos clients, améliorer le quotidien de nos équipes, leur efficience, et puis ça va nous permettre vraiment d'aller plus loin. Donc c'est des gros sujets, les transfotech. Tu prévois la finir quand ? Je pense d'ici 12 mois à peu près. Après, il y aura toujours de l'itératif, d'évolutif. Mais là, on est en plein dedans. Je dirais qu'on est tout cet exercice-là, de août à juin, on a énormément de projets, un gros chantier. T'as une grosse saisonnalité en plus. Donc j'imagine qu'une livraison courant d'été, c'est mieux pour tester une montée en puissance. Alors après, comme on n'est pas sur un gros blog, on fait pas une grosse migration, c'est pas un gros blog, c'est plein de choses. Donc c'est plein de mise en prod et en même temps sur plein de sujets différents, tu vois. Mais quand même, ça concerne un peu toute la boîte. Donc, de réussir cette transfotech, je pense que c'est ce que tu peux nous souhaiter écoute, on fera un catch-up dans un an pour en parler. Cécile, merci infiniment pour ton temps. C'était un plaisir Laurent. De te recevoir. J'espère que cet épisode vous a plu, chers auditeurs. N'hésitez pas à contacter Cécile si vous avez des questions sur LinkedIn. Elle est bien sûr. Sur Insta, présente comme tout le monde sur Insta. Merci Cécile. Merci beaucoup Laurent. À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.